Bonjour, bonjour, merci de votre accueil. Ravi de vous retrouver pour les quelques 4 heures qu'on va passer ensemble sur cette définition du courage. Alors, qu'est-ce que le courage? La question est posée comme s'il y avait une essence du courage et que le philosophe pourrait se charger d'expliciter pour vous. Eh bien, je crois que ce n'est pas le cas. Que le courage s'approche autrement qu'à travers la recherche d'une essence. Vous savez, c'est un débat qui a beaucoup occupé Platon et Aristote, Aristote étant l'élève de Platon. Et Platon disait, voilà, quand on cherche des vertus, il faut trouver l'essence de la vertu. Il y aurait dans le ciel des idées, une essence de la justice, une essence du courage, et ce serait ça, le courage. Et l'objection d'Aristote est très intéressante. Aristote dit, mais non, ça ne se passe pas comme ça. En fait, c'est dans le réel qu'il faut chercher la vérité du courage, et non pas dans l'absolu comme ça d'une essence qu'il faudrait incarner, voilà, on n'est pas Jésus, mais dans un tâtonnement permanent qui fait qu'on se coltine le réel et qu'on essaye de faire au mieux dans le réel. Et Aristote de dire que toutes les grandes vertus, et c'est le cas du courage, sont en fait des justes mesures, des médiétés, en grec, des mésotès. En l'occurrence, le courage aussi est un juste milieu entre deux excès symétriques, la témérité d'un côté et la lâcheté de l'autre. Donc si vous voulez être courageuse et courageux, eh bien essayez d'être aussi peu téméraire que lâche. Alors évidemment, la témérité, on pourrait la confondre avec le courage. Mais non, parce que la témérité, c'est la tête brûlée qui fonce comme ça, sans souci des conséquences, sans souci de sa responsabilité, juste pour se sentir vivant, voire frôler la mort. Donc la témérité, c'est un amour du risque inconsidéré. Alors que dans le courage, il y a un sens du risque, c'est différent. Le sens du risque, ça veut dire que je reste responsable, j'analyse, j'anticipe, et je prends le risque qui reste en connaissance de cause. Ce que donc j'ai envie de dire, c'est que dans le courage, il n'y a pas l'amour du risque. Il y a l'amour du risque qui reste une fois qu'avec mon intelligence et ma responsabilité, j'ai essayé de réduire ce risque au maximum. Et l'autre excès, symétrique, donc il faut viser au milieu, c'est la lâcheté. Et c'est quoi la lâcheté? C'est quand je vais chercher toutes les bonnes raisons de ne pas le tenter. Alors Sartre appelait ça la mauvaise foi. Je vais dire non, là on ne peut pas, la conjoncture est mauvaise, là je n'ai pas rencontré l'amour parce que je n'ose pas l'amour parce que je n'ai pas rencontré la bonne personne, ou alors ça je ne peux pas l'oser parce que je viens d'un milieu social où ça ne se fait pas. Vous voyez toutes ces barrières qu'on pose comme ça, qui sont des auto-limitations, et puis la lâcheté c'est bien sûr la peur tout simplement d'échouer, qui fait que je préfère ne même pas le tenter. D'ailleurs, je crois qu'une des figures de la lâcheté, et je dis ça pour qu'on comprenne les deux pôles symétriques entre lesquels il s'agit de viser pour être courageux, je crois qu'aujourd'hui, et c'est intéressant aussi pour les jeunes de le comprendre, une des modalités de la lâcheté, c'est le perfectionnisme. Parce que je dis, je ne suis pas prêt, je ne suis pas parfaitement prêt, j'attends d'être parfaitement prêt pour y aller. C'est la meilleure façon de ne jamais y aller, parce qu'on ne sera jamais parfaitement prêt. Le courage, c'est d'y aller au fond, c'est d'y aller dans une relative impréparation. Évidemment, relative, je me suis préparé, et puis à un moment, il faut y aller. Le secret de l'action, disait Alain, philosophe que j'adore, et je vous laisse un peu réfléchir à la chute avant de la donner parce qu'elle est bonne. Le secret de l'action, disait Alain, le secret de l'action, disait Alain, qui est donc philosophe, donc vous imaginez qu'il s'agit d'anticiper, de réfléchir, de conceptualiser, de penser, de prendre des conseils, de prendre des avis. Le secret de l'action, disait Alain, c'est de s'y mettre. Eh bien, le courage est... Ce n'est pas les sportifs de haut niveau dans la salle qui vont me critiquer. Le courage, c'est d'y aller, en fait. C'est d'y aller et d'aller où? Et c'est ça le cœur de mon intervention, d'aller dans le réel. Alors, voyez-vous, quand je prends le parti d'Aristote contre Platon, pour dire une éthique du réel, un juste milieu entre la témérité et la lâcheté, et non pas l'absolu, c'est au fond pour libérer notre énergie. Parce que c'est trop dur de dire, voilà, je vais incarner l'absolu, parce que finalement, on va ne pas y aller tellement c'est trop exigeant. Mais du coup, il n'y a pas quand même un oubli de la question des valeurs pour autant. Et le courage, c'est de se battre pour que les valeurs aient une place dans le réel, mais en comprenant la différence, et j'insiste sur ce point un peu technique, mais désolé, ça ne sera pas long, entre l'incarnation, on dit souvent il faut incarner ces valeurs. Je vais expliquer que ça n'est pas possible de dire ça, mais on peut les faire vivre, c'est différent. L'incarnation, ça veut dire que j'ai des valeurs, par exemple la justice, la loyauté, la fidélité ou le courage. Et je vais, à la manière de Jésus, si vous croyez en Jésus, incarner dans ma chair, dans ma peau, dans mon corps, les valeurs. Reconnaissez que c'est un peu difficile. Pourquoi?
parce que les valeurs, c'est très abstrait, les valeurs, c'est vague, et le réel, c'est très concret, et c'est très quotidien, et c'est très contingent. Donc, ce n'est pas possible de faire tomber complètement la valeur du ciel sur la terre. Donc arrêtez de... Beaucoup de chefs d'entreprise, comme ceux qui sont ici, me disent souvent quand j'interviens, moi je voudrais incarner les valeurs de ma boîte. Je dis merci Jésus, bravo. Essaye déjà de ne pas trop les contredire déjà. Essaye déjà, et c'est ça le courage, d'agir en n'étant pas dans l'exemplarité négative déjà. C'est déjà pas mal hein, de ne pas contredire tes valeurs par tes gestes, tes attitudes, tes comportements. Et si tu veux faire un peu mieux qu'échapper à l'exemplarité négative, un peu mieux que les contredire, il y a une possibilité, c'est de les faire vivre. Alors j'aurais envie de dire les symboliser peut-être, plus que les incarner. Et ça, c'est du courage, de se dire, je crois en certaines valeurs, justice, égalité, loyauté, honneur, ce que vous voulez. Et le réel est dur, il est compliqué, il est contraint. Le courage, c'est de se battre tout le temps, pour qu'il y ait un peu des valeurs dans le réel. Pas complètement, juste un peu. Parce que dans une vie quotidienne, dans une vie professionnelle, dans une vie contrainte, avec des échéances, avec de la difficulté, le courage, c'est juste de ne pas abdiquer la question des valeurs et d'essayer de les faire vivre. Alors dans ce cas-là, si on essaye de faire ça, il faut du courage pour remettre toujours le travail sur la tâche. Parce que ce ne sera jamais fini. Parce que précisément, on n'est pas capable d'incarnation. Mais on est capable d'une éthique des petits pas. Et le courage, c'est de se satisfaire des petits pas sans être dans la désillusion qui fait qu'on va lâcher. Parce que si on veut l'absolu et qu'on n'arrive pas à avoir l'absolu, on va juste abandonner. Et toute la littérature russe, Tolstoï, Agaïev, nous montre que les gens qui visent l'absolu, quand ils n'y arrivent pas, ils deviennent complètement médiocres. Ils abandonnent complètement parce qu'ils sont trop dans la déception par rapport à leur quête d'absolu. Alors que si on est aristotélicien et pas platonicien, on arrête de viser l'absolu et on essaye de progresser. Et le courage, c'est d'être ce que les anciens appelaient le progrediens. Alexandre Joliet en parle très bien. Ce qu'il faut, c'est juste que je progresse chaque jour. Et là, il y a du courage dans le fait de se dire c'est dur et je vais fêter et célébrer les petits pas, célébrer les petites victoires. Lorsque tu parlais de ton cancer, on a tous vécu des choses comme ça. On voit bien que dans ces situations difficiles, si on a juste 2 cases, il y a le Graal et il n'y a pas de maladie, on ne s'en sort pas. Il faut être capable d'apprécier les petits pas. Et le courage, c'est ça. Mais on ne nous a pas appris ça comme ça. On nous a appris des gros mots, des absolus, des valeurs essentielles. Ce qu'il faut, c'est... Qu'est-ce que j'ai fait là ? Ça, c'est un très beau compliment. J'admire Fabrice Lucchini. Je vais essayer de... Et donc, le rôle du philosophe, c'est aussi de déconstruire des idéaux en montrant que peut-être le courage, c'est de les penser plus précisément dans le rapport au réel pour justement qu'ils aient une effectivité. Et ça, c'est très hegelien. Hegel est un philosophe allemand, occidental, qui s'est opposé aux grands idéalistes de l'abstraction pour dire ce qui compte, c'est l'objectivité. Ce qui compte, c'est ce que vous allez faire, pas les grands discours, pas les grands idéaux. D'où la phrase d'Alain, le secret de l'action, c'est de s'y mettre. D'où le fait que quand on s'y met, eh bien, on ne va pas avoir tout de suite. Et si on veut avoir tout de suite, et si on a cette idéologie du tout de suite, on ne va pas être capable, au fond de quoi ? D'être courageux. Je répète donc, dans une situation concrète, parce que la liberté, elle est toujours en situation, vous vous dites, c'est ça la vraie vie, j'aimerais être courageux. Là, j'ai un problème avec un enfant, avec un de mes enfants. J'ai un problème avec mon mari, mon ex-femme. J'ai un problème avec un collaborateur. J'ai un problème avec le fisc, je ne sais pas. C'est des vrais problèmes dont je parle. Je voudrais être courageux. Alors, comment je fais ? Eh bien, je vais voir clairement ce que c'est la lâcheté. Franchement, je ne vous fais pas de dessin. Dans les situations concrètes de l'existence, on la voit très bien. L'option de la lâcheté, on la voit très bien. L'option de la témérité, on la voit un peu moins bien, mais on peut la voir. Et là, maintenant, c'est compliqué d'être aristotélicien, parce qu'il faut viser au milieu. Et les Grecs disaient, le juste milieu est un sommet. Alors attention, on ne parle pas de François Bayrou, on ne parle pas du centrisme en politique. J'ai rien contre François Bayrou, j'apprécie beaucoup cet homme. Mais je veux dire, le juste milieu est un sommet. Ça veut dire que quand on tire un fil et qu'on est juste au milieu, ça fait le haut de la montagne en fait. C'est ça l'éthique contre la morale. La morale, c'est cet absolu inaccessible qui casse les jambes et casse les ailes. Et l'éthique, c'est l'éthique des petits pas. Il ne s'agit pas de vouloir faire le bien, mais de vouloir faire tout le temps mieux.
Il ne s'agit pas, ça c'est le courage, il ne s'agit pas de penser qu'il y a le bien et le mal et qu'il n'y a que deux catégories, parce que ce n'est pas comme ça qu'on améliore son existence et qu'on s'oriente dans l'existence concrète, mais de dire qu'il y a faire mieux, faire au mieux. Le courage, c'est de faire au mieux tout le temps et d'éviter le moindre, et de viser le moindre mal. C'est ça, l'éthique, comme rectificatif aristotélicien de la morale platonicienne. Maintenant, soyons plus concrets. Dans le réel, je vais essayer d'être courageux. Et Max Weber nous dit qu'il y a deux éthiques qui s'opposent. Et je pense que le courage, c'est encore une fois d'essayer la synthèse de ces deux éthiques. Il y a l'éthique de conviction, ça ressemble à Platon. J'ai un idéal, je veux l'incarner pour le coup. Et il y a l'éthique de responsabilité. Alors, l'éthique de conviction, c'est quand je fais tout pour faire... Et l'éthique de responsabilité, c'est quand je fais attention aux conséquences de mes actions et aux conséquences des conséquences. Si bien que, en gros, si je suis un révolutionnaire ou quelqu'un qui tente quelque chose de très très radical, je me méfie, je ne m'intéresse pas aux conséquences, je suis aveuglé par mon idéal. C'est l'éthique de conviction. Autrement dit, quand j'ai l'éthique de conviction, je veux changer le réel pour que le réel se calque sur mon idéal. Et l'éthique de responsabilité, c'est quand je fais attention au réel, aux autres, aux conséquences, et aux conséquences des conséquences, et aux conséquences des conséquences des conséquences. Donc évidemment, être courageux, c'est absolu. Je peux essayer de tordre le réel pour que l'idéal soit dedans, tombe dedans, comme une incarnation. Mais en même temps, je fais aussi attention aux conséquences, parce qu'il y a plein de situations où alors, on veut avoir bonne conscience et on fait n'importe quoi en fait, parce qu'on ne fait pas attention aux conséquences. Eh bien le courage, c'est les deux. Et le problème, c'est que Max Weber, dans ce très beau livre, Le savant et le politique, là il parle du courage en politique en fait, mais ça peut s'appliquer aussi à l'entreprise. Le problème, conclut Max Weber, c'est que la synthèse est impossible. Donc c'est très compliqué de réussir à être à la fois tout autant dans l'éthique de conviction et tout autant en même temps dans l'éthique de responsabilité, puisque l'éthique de conviction, c'est de vouloir changer le réel au nom de l'idéal, et l'éthique de responsabilité, c'est de savoir rectifier son idéal au nom du réel, dans sa concrétude, et au nom des conséquences et des conséquences des conséquences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut une vie entière pour devenir courageux. Il y a un rappeur, Nekfeu, que j'aime bien, qui dit « être un homme, ça prend du temps ». C'est une belle phrase. Ça prend du temps de devenir quelqu'un de bien. C'est pas inné. Et ça aussi, c'est important. Moi, je défends le courage dans le rapport au réel, dans une logique du tâtonnement. Au fond, le vrai courage, c'est le courage du réel, au fond. C'est le courage de se coltiner le réel et d'essayer de synthétiser éthique de conviction et éthique de responsabilité. Évidemment, dans ce cadre-là, il va y avoir quelque chose qui va être très important, c'est l'échec. C'est que quand je suis courageux, ou audacieux, la différence d'ailleurs, on peut en parler, c'est qu'on peut être un audacieux salaud. Il y a des salauds audacieux. Dans le courage, il y a une petite note morale qui distingue le courage de l'audace. C'est ça la différence. Il y a un point commun, c'est que je prends un risque, c'est que j'ai un sens du risque, mais il y a une différence, c'est que l'audace n'a pas de connotation morale, tandis que le courage a une note morale. Donc si je suis courageux, au sens que j'ai posé, j'essaye d'améliorer les choses, de me battre dans l'effectivité du réel, tout en faisant attention aux conséquences, et en même temps en ayant des valeurs et un idéal, et en n'abdiquant pas par rapport au champ des valeurs et de l'idéal. Si je suis comme ça, et si j'y vais, il y a un moment où je vais me planter, nécessairement. Du coup, le courage, c'est d'avoir un bon rapport à l'échec. C'est... Il y a quoi à gauche, là ? Ah bah oui, pardon. C'est pas mal, mais où est le dessinateur? Qui est caché, là, comme un pleutre, je le vois pas. Alors, viens ici, viens ici. Ce que je disais, c'est qu'il y a un moment, mais là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est que ça c'est platonicien, ce schéma. Ce dessin est platonicien. Moi je pense que le courage, il est, si vous voulez que je simplifie, parce que c'est ce qu'a l'air de suggérer le dessinateur, en fait voilà, le courage c'est de le tenter et c'est de comprendre qu'à partir du moment où j'y vais, à partir du moment où je prends des décisions courageuses par exemple, qui ne sont pas simplement des choix rationnels articulés sur une logique du genre tableur Excel, il y aura nécessairement des erreurs. Il y en aura nécessairement. Du coup, le courage, c'est de changer mon rapport à l'échec pour comprendre que l'échec, finalement,
viendra rétroactivement me dire que j'ai été capable d'oser, et pas simplement me stigmatiser. J'ai écrit un livre là-dessus, Les vertus de l'échec. Je crois qu'on en avait un petit peu parlé aussi ici, mais on a un problème avec cette conception de l'échec. C'est qu'on a l'impression qu'être échoué, avoir raté quelque chose, c'est être un raté. Et cette espèce d'essentialisation comme ça, va nous empêcher de trouver le courage d'oser. Donc il y a un moment où on va armer le bras de sa volonté en changeant mentalement sa représentation de l'échec. Échouer, c'est normal. Au fond, ça fait partie de l'aventure humaine. Et le courage, c'est de le comprendre et même de l'apprécier, de l'endurer. Ce n'est pas une sportive de haut niveau comme Mademoiselle Benquet qui va me critiquer, qui va me contredire, pardon. Ça fait partie d'une vie de champion. Et quand on dit « l'erreur est humaine », on ne comprend même pas la phrase. Ça ne veut pas dire « l'erreur est tolérable »,« l'erreur est acceptable »,« l'erreur, il faut la prendre avec tendresse »,« il faut avoir de l'empathie », pas du tout. Ça ne veut pas dire ça, la phrase. Ça veut dire l'erreur est la manière humaine d'apprendre. La manière normale, pas la manière accidentelle. L'erreur est humaine, mais la répéter est diabolique. Parce que puisque moi, je suis un animal à l'instinct naturel un peu défaillant, c'est ça un animal humain, vous avez bien remarqué qu'on est né trop tôt, on est des prématurés, on est incapable de marcher, on est vraiment des animaux ratés, pour être clair. Si vous comparez au poulain, lui, c'est un animal réussi, son instinct est fiable et il arrive à marcher au bout d'1 heure. Et nous, on met 18 mois. Donc ça veut dire que l'instinct est défaillant. Donc comment on va apprendre? Par la logique de tâtonnement, essai, rectification. C'est-à-dire la logique du courage. Et c'est ça que j'essaye de vous comprendre. C'est une approche aussi anthropologique. On n'a pas le choix, en fait. On doit être courageux, parce qu'on ne sait pas faire les choses d'instinct. Donc il faut tenter, se prendre le mur du réel et remettre le travail sur la tâche. C'est-à-dire, au fond, avoir un autre regard sur l'échec. Et ce qui est très intéressant dans le rapport entre l'échec et le courage, c'est que ce sont deux expériences du réel. Et pour moi, le courage, et là vous allez voir que ce n'est pas compliqué, c'est le courage d'affronter le réel. Pas de planer dans des zones éthérées et abstraites. Mais figurez-vous que dans l'échec, on rencontre le réel bien davantage que dans le succès. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Je vais prendre un exemple dans ma pratique à moi pour faire résonner la vôtre. Moi, j'écris des livres. Quand j'écris un livre qui ne marche pas, je rencontre vraiment le réel. Je me dis pourquoi j'ai écrit 3 ans sur ce sujet, pourquoi je l'ai écrit d'une manière illisible, pourquoi j'écris. Tout ça, c'est le réel. Quand je fais une bande dessinée, ça m'est arrivé avec Jules, certaines ont été des gros best-sellers, comme La planète des sages, en fait, c'est très agréable, mais c'est une ivresse. Je ne rencontre pas le réel, je ne me pose pas beaucoup de questions. Ça rassure mon banquier, mes parents aussi un peu, mais franchement, le réel, c'est quand on s'interroge vraiment, on dit en fait, qu'est-ce que je veux faire? Et cette question, reconnaissez qu'on ne se la pose pas vraiment quand ça marche. Donc le courage, c'est le courage du rapport à l'échec, parce que dans l'échec, il y a une expérience du réel plus forte que dans le succès. D'ailleurs, toute l'histoire de la science le montre. Si vous avez une hypothèse scientifique, ça c'est Einstein qui l'a bien démontré, et que vous voulez la vérifier, eh bien, si vous échouez dans la vérification expérimentale, ça prouve que l'hypothèse est fausse. Mais si la vérification expérimentale marche, ça ne prouve pas que c'est vrai. Donc en fait, il y a une expérience du réel plus forte et plus vraie dans l'échec que dans le succès. Parce que si la vérification expérimentale marche, ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça veut juste dire qu'on n'a peut-être pas encore trouvé les conditions de vérification expérimentale qui vont invalider l'hypothèse. Mais en revanche, si ça ne marche pas, c'est que c'est faux. Donc l'expérience du réel est davantage forte dans l'échec que dans le succès. Donc le courage, ça c'est très simple comme idée, c'est de se taper l'échec, de se le prendre et de bien le vivre et de s'interroger pour comment je rebondis, comment je bifurque, qu'est-ce que j'en tire comme apprentissage, ou même parfois, pas comme apprentissage, mais juste comme sagesse d'humilité, parce que je ne suis pas tout puissant. Donc c'est ça le vrai courage. Et d'ailleurs, vous savez, on voit bien que l'échec fait partie de ce qui humanise et de ce qui rend capable de mieux comprendre, de mieux écouter. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des gens qui sont très haut placés et qui ont bien réussi, très bien réussi, et qui sont en fait encore capables de vous écouter, d'être ouverts, d'être dans l'empathie. Et puis d'autres au même poste qui sont arrogants, suffisants, odieux. Regardez, vous ferez l'expérience. Qu'est-ce qui fait la différence? Le plus souvent, c'est le rapport à l'échec. Le plus souvent, les premiers, qui ont très bien réussi et qui restent sympas, en gros, ils ont connu des échecs.
Ça veut dire que l'échec, c'est l'expérience de l'humanisation. Et que le courage, c'est le courage d'y aller, c'est le courage de tâtonner, c'est le courage de se rectifier, et c'est le courage d'échouer. Samuel Beckett disait, tu as échoué? Essaye encore, échoue encore, mais échoue mieux. Ça veut dire qu'il faut, c'est l'éthique des petits pas. Le courage, c'est de progresser doucement. Et il y a un philosophe que j'aime bien, qui est un petit peu retiré du métier en ce moment, c'est Stanislas Wawrinka, parce qu'il s'est blessé au pied. Et il a fait... Maintenant, autre idée, parce que je vois que l'heure tourne, c'est que le courage, c'est aussi le courage d'avoir une vision singulière, d'exprimer sa singularité. Pourquoi il faut du courage? Parce que nous vivons, surtout en France, ce n'est pas le cas partout dans le monde, dans un monde très normé. Et on ne nous demande pas, on ne nous apprend pas beaucoup à l'école, on nous apprend rarement à exprimer notre singularité. L'injonction nietzschéenne, qui est devenue une tarte à la crème, deviens ce que tu es, elle est quand même très belle si on veut bien s'arrêter dessus. Ça veut dire, saisis toutes les occasions que la vie te donne pour exprimer ta singularité. Alors qu'on te demande de rentrer dans le rang. On te demande parfois de réussir en rentrant dans le rang. Je vous signale qu'en France, c'est un constat évident, il y a plein de gens qui vont réussir assez bien en faisant pas de vagues dans des grandes entreprises, en mettant leurs pas dans les pas de ceux qui les ont précédés, en respectant les process, comme ils disent, en se soumettant aux consignes. Et ça va rappeler même l'école pour ces gens-là. Rappelez-vous ces élèves qui font comme le prof de maths dit et qui ont 16, alors qu'il y a d'autres élèves qui font de manière singulière, qui trouvent le bon résultat. Mais le prof de maths leur met 12 parce qu'il voulait que ce soit fait comme il voulait, en suivant son process. Ça existe, ces profs-là. Et bien dans cette culture-là, le courage, c'est de se battre pour sa singularité. De dire, moi, je veux le faire à ma façon. Pas comme tout le monde. Vous préférez réussir comme tout le monde ou rater d'une manière originale, par exemple? Ben, posez-vous la question. Parce que si vous vous dites au fond de vous, oh, mais moi, je préfère encore réussir comme tout le monde, vous manquez de courage. Parce que si vous ratez de manière unique, vous réussirez un jour de manière unique. Mais si vous ratez même pas, et moi, j'en ai tellement vu des élèves, j'ai enseigné au lycée plus de 20 ans, des élèves qui réussissent tout. Et en fait, c'est un drame, parce qu'ils vont faire une dépression en milieu de vie, parce qu'ils ont réussi tout en étant soumis à la norme, au conformisme, au on. Alors qu'il y en a qui se plantent et qui le vivent mal, ils sont un peu stigmatisés, mais en fait, c'est très bien, parce qu'ils se posent des vraies questions, et ils ont raté parce qu'ils ont eu le courage d'un truc singulier. Maintenant, évidemment, il faut distinguer ceux qui ratent avec courage. Il y a aussi ceux qui ratent avec conformisme, évidemment. Il ne faut pas rater les ratages intéressants. C'est-à-dire qu'en gros, si j'applique ma théorie à mon métier, ça veut dire que l'élève, avant, moi j'étais habitué, je fais mon mea culpa, à mettre par exemple quelqu'un qui fait hors sujet et qui est parti en live, mais il fait hors sujet, il a 7, et quelqu'un qui est banal, conformiste, qui écrit 2 petites pages avec que des clichés, il a aussi 7. Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai changé au bout de 10 ans. Impossible de mettre la même note à quelqu'un qui a eu un courage et qui s'est complètement planté, et à l'autre qui a eu aucun courage et qui s'est aussi planté. Du coup, je me suis mis à dire, ok, hors sujet, c'est vrai, t'as rien compris au sujet, mais t'as tenté un truc qui te ressemble, t'as 12. Et l'autre, il dit, mais c'est injuste, moi j'ai traité le sujet, j'ai 7. Bah oui, mais moi je suis pas le bic rouge en fait, j'en ai marre de ce monde où on va valoriser ceux qui se soumettent aux consignes. Et donc je me suis mis à Alors, évidemment, la chose n'est pas facile, ni à évaluer, ni à vivre. Et Freud a très bien montré dans son petit livre « Le malaise de la civilisation » qu'il y aura toujours un malaise, parce que ce que la civilisation nous demande, ce que tous les groupes nous demandent, les familles, les nations, les entreprises, c'est quand même de rentrer dans le rang. C'est-à-dire que pour que le groupe fonctionne, il faut que les individus se soumettent à la consigne, à la norme, au process. C'est comme ça. Il faut que ce soit fluide, autrement ça ne marche pas. Mais ce qui est bon pour le groupe, idéalement, c'est que les individus respectent les normes, et c'est ce que dit Freud magnifiquement dans son livre, et Nietzsche dit la même chose, mais ce qui est bon pour l'individu, c'est l'expression de sa singularité libre. Alors il y aura toujours un malaise, c'est le titre du livre. On ne s'en sortira pas, il n'y a pas de solution idéale. Mais ce qui est sûr, moi dans mon entreprise, moi dans mon pays, moi dans ma famille, moi dans ma salle de classe, je dois, et c'est l'éthique de responsabilité, respecter assez les normes pour que le groupe puisse fonctionner, mais je ne dois pas lâcher l'affaire sur ma singularité. Autrement, je n'ai pas de vie. Et bien le courage, c'est ça. Je suis désolé, c'est un peu centriste, mais c'est un courage du juste milieu. Il faut tenir les 2 maillons de la chaîne, comme disait Pascal en son temps.
Ça veut dire que je ne suis pas irresponsable. Et je sais que mon pays exige de moi des choses, la classe exige de moi des choses, mon entreprise exige de moi des choses, mais ce n'est pas une raison pour disparaître en tant que sujet singulier. Et le courage, c'est de faire valoir cette étoile singulière au cœur du triomphe de la norme, au cœur du monde de la norme. Et vous avez vu que c'est ça la joie. La joie, c'est de réussir à exprimer sa singularité dans un monde qui, au fond, n'est pas fait pour ça. Alors, il y a des écoles anglo-saxonnes, par exemple, ou dans les pays d'Europe du Nord, où on va beaucoup encourager la singularité des élèves. Beaucoup plus que chez nous. On va dire, voilà, toi, cette semaine, c'est toi le meilleur en maths, mais toi, cette semaine, tu es le meilleur en guitare, et vous êtes les amoureux les plus mignons cette semaine, et toi, tu as fait les meilleures blagues, et c'est vrai, c'est pas une blague. Hein. Ça veut dire qu'il va y avoir un encouragement à la singularité. Et nous, on n'est pas dans un pays comme ça. On est dans un pays très normatif. C'est l'école de la République, elle a été nécessaire hein, comme ascenseur social d'ailleurs, elle n'est pas uniquement négative, mais elle produit un effet pervers. C'est qu'elle entretient les jeunes dans l'idée que pour dans singulière. Le courage, c'est de dire « je veux faire les choses à ma manière ». Ce n'est pas que je refuse la norme, c'est que ce qui fait ma singularité, c'est de réussir à objectiver cette espèce de chose que j'ai à l'intérieur, dans les manifestations extérieures, objectives, dans mes actions, et j'aurais même envie de dire dans mes œuvres. Je conclurai, j'ai encore combien de temps ? 2 minutes. Je conclurai par un propos que je vais appeler non romantique. Vous savez, le romantisme, c'est une idée que l'intériorité, c'est j'ai tout à l'intérieur de moi, je sens que je suis un artiste. Alors si tu veux, papa, maman, est-ce que je peux arrêter, est-ce que je peux ne pas faire d'études parce que je sens que je suis un peintre ? Très bien, mais le courage, c'est de peindre, et c'est d'en vivre, et c'est de faire des tableaux, de monter une expo, d'avoir des critiques qui disent que tu es bon, et de vendre tes tableaux. Le courage, c'est le réel. Donc je veux bien que tu ne fasses pas d'école de commerce, ni d'école d'ingénieur, je veux bien accepter que tu te sens peintre, prouve-le-moi, fais-moi des tableaux, monte une expo, et s'il y a du monde, s'il y a le buzz, si tu vends des toiles, je finance ta carrière pendant 10 ans, fais pas d'études. Le courage, disait Hegel, qui a été un jeune romantique avec Goethe, Schelling, Schiller, mais qui s'est retourné contre le romantisme, le courage, ça va vous surprendre, c'est l'objectivité. Le courage, c'est l'action singulier dans des actions, dans des réalisations. Et alors, ça va être dur. Et le courage, c'est de continuer. C'est d'être un progrediens, et c'est de se dire, je ne vais pas être tout de suite Picasso, je ne vais pas être tout de suite Proust, mais je vais y aller à mon rythme, à ma façon, et je vais savoir célébrer chaque petit pas. Il y a une progression, il y a un tâtonnement, il y a une conquête, et le courage, c'est d'accepter que ça va prendre du temps. Merci beaucoup.